récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Klaus Abfast, président d'Alpexpo, vice-président de la métropole. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Bonjour à tous. Rares sont les événements qui portent Grenoble au rang de capitale mondiale. C'était le cas cette semaine avec le salon Mountain Planet à Alpexpo donc. Les professionnels de la montagne viennent se rencontrer ici, faire des affaires avec les 900 exposants spécialisés. C'est avec ce genre de rendez-vous que la halle d'exposition est, semble-t-il, sortie de la crise. Fini les déficits pour Alpexpo, oui, mais dans quelle mesure et avec quelles recettes? On voit cela donc avec Klaus Abfast, conseiller municipal de Grenoble, élu en 2014 aux côtés d'Éric Piolle et 12e vice-président de la métropole, délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'innovation, à l'international. Et vous le voyez, notre plateau est installé chez vous, ici, merci Monsieur le Président, à Alpexpo, à l'occasion de ce salon Mountain Planet que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, est d'ailleurs en train de visiter. Il vient d'arriver il y a quelques secondes. Alors Alpexpo, ici, pour ce salon Mountain Planet, ce sont 5 hectares de stands, des stands dont certains sont majestueux, très impressionnants, à l'image des chiffres d'affaires du secteur. Il y a 900 exposants ici. C'était une belle édition. Tout le monde était présent. Tous les exposants que nous avons entendus étaient présents avec en effet les innovations, mais aussi avec des surfaces importantes pour les présenter et des chiffres records hier pour des visiteurs qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées à investir dans la montagne. Et bien sûr, un salon sous le soleil où Grenoble et ses montagnes ont pu se présenter au monde entier dans un très bel angle. Du soleil, des montagnes enneigées, c'est vrai qu'on ne peut pas espérer meilleurs ambassadeurs. 900 marques, 60 nationalités, parce que c'est bien un salon international. On le voit quand on se promène ici dans les allées. Tous les secteurs d'activité de la montagne sont représentés. C'est bien sûr l'aménagement, surtout pour le tourisme d'hiver et de plus en plus tourisme d'été. Mais il faut une vision holistique de la montagne. Une vision qui prend la montagne avec aussi son aspect agriculture, aspect forêt, aspect aussi proximité des villes. Il faut créer des liens entre ville et montagne. Ça se fait ailleurs qu'en France, ça se fait de plus en plus en France. Donc ce sont des thèmes aujourd'hui à la marge, mais qu'on voit émerger dans des débats, dans des tables rondes que nous avons organisées pour la première fois avec une densité inconnue jusqu'alors. Oui, parce qu'il s'agit bien d'imaginer aussi la montagne de demain. Alors vous évoquiez ces visiteurs qui nous entourent, 18 000 visiteurs sur 3 jours au moins, des professionnels, parce que c'est bien un salon professionnel où l'on vient faire des affaires, signer des contrats. Et nos exposants nous ont dit, ils ont signé des contrats. Nous avons chez Poma vu encore ce matin l'annonce de contrats, d'importants contrats pour la Chine. Nous avons eu aussi une affluence record des visiteurs et des délégations en provenance de la Chine, y compris aussi des administratifs du comité d'organisation des JO de 2022 à Beijing. Les Jeux Olympiques de Pékin, évidemment, et on ne le répétera jamais assez, les Chinois sont un marché potentiel très important pour le monde de la montagne. Il y a une vraie volonté de développer les montagnes en Chine à travers le tourisme, un peu à l'instar de ce qui a été fait en France avec le plan neige il y a 40 ans. Et les Chinois sont très gourmands avec des informations comment ici en France, aujourd'hui, 40 ans après, 50 ans après, on fait vivre la montagne. Donc ce n'est pas seulement un investissement à tout va et à tout gogo en Chine. Non, il y a une vraie volonté de développer leur massif montagneux à travers le tourisme, mais d'une manière holistique aussi. Et des développements durables, bien sûr. D'où l'intérêt évidemment pour nos entreprises françaises aussi de se positionner sur ce marché. Alors ce salon Mountain Planet, il a lieu tous les 2 ans et il est aussi essentiel pour le tourisme d'affaires local. On pense évidemment aux hôteliers qui ont fait le plein. Les retombées d'un si grand salon se chiffrent en millions. Et on va les calculer. On a un nouvel outil à Alpexpo qu'on a déjà déployé pour la foire de Grenoble et on a d'ailleurs publié les chiffres il y a quelques semaines. Ces retombées se chiffrent en millions pour l'hôtellerie, pour toute la filière économique locale à Grenoble. C'est pourquoi il est important que ce salon se développe et que ce salon s'affirme comme un des grands rendez-vous mondiaux dans cette filière montagne.
Alors il a lieu tous les 2 ans ici à Alpexpo, je le disais. On sait aussi que la concurrence avec les autres halles d'exposition partout en France et en montagne, cette concurrence est forte. On est assuré de garder Mountain Planet ici à Grenoble pour les années qui viennent? Il y a 2 salons dans le monde de cette ampleur, un à Innsbruck, notre ville jumelle de Grenoble, avec laquelle nous avons des très bonnes relations, et puis ce salon Mountain Planet à Grenoble. Il est la propriété d'Alpexpo, et bien sûr, il ne peut vivre que si la filière, les parties prenantes sont avec nous. On les implique très fortement dans la gouvernance du salon, et il faut aussi que les exposants reviennent. Donc pour ça, il faut avoir fait des bonnes affaires. Je crois que cette année, ça a été le cas. Donc nous sommes bons espoirs de le voir revenir en 2020. Alors on rappelle qu'il y a effectivement 350 stations en France. Notre pays, on le rappelle, est le plus vaste domaine skiable au monde. Le marché touristique est estimé à 9 milliards d'euros, 10 millions de touristes accueillis chaque année dans nos stations. Et en 2017, le chiffre d'affaires des remontées mécaniques a atteint 1 milliard 200 millions d'euros. J'aime à rappeler ces chiffres pour bien montrer le poids de cette filière. Et pour l'Isère, 23 stations, une trentaine de sites nordiques, 53% des emplois en montagne sont liés au tourisme. Montagne Planet, c'est le rendez-vous phare pour le tourisme d'affaires à Alpexpo. C'est le rendez-vous phare, mais c'est aussi le rendez-vous phare pour nos partenaires, tout le monde de la montagne qui était là. L'ANEM, sa présidente Marie-Noëlle Battistel, on le voit actuellement, c'est le président Laurent Wauquiez qui visite le salon. Il y avait bien sûr les domaines skiables de France qui étaient très présents, et les collectivités toutes, que ce soit les Alpes du Sud ou les Alpes. Et les Clash de la Montagne est notre partenaire à l'international. Donc c'est une fois par an qu'on se retrouve, et tous les 2 ans, c'est ici à Grenoble qu'on se retrouve pour voir quelle est notre vision, où est-ce qu'on va aller à la montagne. Voilà, parce que vous le dites, ici à Alpexpo, les professionnels réfléchissent à l'aménagement de la montagne dans 10, 15 ans. Quel est l'avenir de nos stations? À quoi ressembleront-elles à cette échéance? Alors aux portes de Grenoble et aux portes de la métropole grenobloise, Champs-Rousses s'imagine en station 4 saisons, moins météo dépendante et aussi en station connectée. La station du futur, c'est elle, Champs-Rousses, cette station de ski à 1800 mètres d'altitude, créée dans les années 50. D'ici à 2030, elle deviendra une station de montagne ouverte toute l'année, avec une restructuration complète du centre-village pour créer une harmonie d'ensemble. L'idée, c'était d'arriver à fondre complètement dans le décor et dans cette organisation en terrasses successives le projet, et en faisant en sorte qu'on ait un cœur de station qui soit entièrement piétonnier, avec surtout un belvédère comme on le voit sur la maquette, et avec des volumes assez épurés, des matériaux de la montagne, de la pierre, du bois, mais avec une expression vraiment d'architecture contemporaine, c'est-à-dire de notre temps et pas un pastiche d'une époque passée. Champs-Rousses Mountain Park 2030, c'est un nouveau modèle économique. La station rassemblera tous les services et toutes les activités complémentaires au sport d'hiver. C'est surtout un projet 100% énergie renouvelable. Nous, on a fait le pari de faire ce projet en n'augmentant pas les consommations d'électricité, mais en fabriquant sur place de l'électricité avec un immense toit photovoltaïque sur le parking ouest, et en fabriquant aussi de la chaleur avec une chaufferie biomasse qui va aussi fabriquer en cogénération de l'électricité. Ce qui va permettre de voir un vrai projet développement durable, écologique, sur cette station des années 50. Le chantier Champs-Rousses Mountain Park 2030 commencera en juin 2019. Déclaré d'utilité publique, il permettra de créer plus de 300 emplois permanents. Close Up Fast, on le voit dans ce reportage et on le voit ici dans les allées, cette éco-responsabilité nécessaire pour construire la station dans 10 ou 20 ans, elle est partout présente. Elle n'est pas tout présente, je l'ai dit, même la Chine qui développe très agressivement, elle les prend en compte, c'est aussi le cas dans toute l'Europe et aux États-Unis. Mais bien sûr, c'est un point important. Et pour Champs-Rousses, ça sert notamment à la gestion de l'eau. Il y a d'autres questions dans d'autres stations. Mais il faut aussi voir la station en éco-responsable d'un point de vue global. C'est-à-dire ça ne peut être pas seulement le tourisme d'hiver. C'est le tourisme d'été, c'est le tourisme de proximité, c'est l'agriculture, c'est la forêt, c'est le pastoralisme qui doivent être combinés dans un modèle de station du futur. Personne
connaît le modèle. Quand on présente la station de 2030, personne ne la connaîtra aujourd'hui, mais on a une idée des composants qui pourraient la faire. On connaît les petites briques qui composeront effectivement cet édifice. Alors il y a aussi à Champs-Rousse ce souhait de travailler sur la Smart Station, la station connectée. Le câble Grenoble-Champs-Rousse, la gare idéale serait selon Champs-Rousse, ici, tout près d'Alpexpo, sur le site d'Alpexpo. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée? Les ascenseurs valéens, c'est-à-dire les remontées qui vont directement de la vallée dans les stations, c'était la thématique d'un séminaire ce matin ici qui a été organisé d'ailleurs par le club euro-alpin de la Chambre de commerce de Grenoble. C'est une thématique qui devrait être prise en charge par les autorités, que ce soit l'État, mais aussi par la métropole et les départements, beaucoup plus fortement. Parce que c'est au cœur même de faire vivre, de faire revivre la montagne. Et après, on peut même fermer la route. Actuellement, on a un projet Smart City à Grenoble qui a la mobilité au cœur. Il est clair que quand le câble, comme ailleurs dans le monde, est le seul moyen de transport pour aller dans les stations, et quand les stations sont attractives, ça devient quelque chose de rentable. Alors pour imaginer cette station zéro voiture, est-ce qu'on peut imaginer, parce que c'est ce qui germe, c'est le rêve de la station de Champs-Rousse, c'est de déménager la gare routière d'où elle est actuellement, de la mettre ici près d'Alpexpo, c'est-à-dire à côté de la ligne SNCF, à côté de la rocade, de mettre ici la gare routière et puis de pouvoir partir d'ici pour monter à Champs-Rousse en câble. Est-ce que le vice-président de la métropole que vous êtes pourrait porter un dossier comme ça? Pour Alpexpo, ça serait formidable de pouvoir partir d'ici à Champs-Rousse. À la métropole, aujourd'hui, nous avons un projet de câble en plaine, un projet de transport en commun. Ce projet s'intègre dans une vision économique à long terme des transports en commun à la métropole, parce qu'on ne peut pas avoir un système qui, comme certaines remontées en montagne, nécessite des subventions qui sont instables économiquement tous les 2 ans. Donc si on peut construire un modèle économique qui le rend viable à long terme, avec les subventions, le versement de transport et aussi avec les contributions des usagers, à mon avis, il faut y aller. Mais ça nécessite aussi que de la part du département, on y mette un peu et que l'État nous aide un peu avec la réglementation qui aujourd'hui, pour le transport en commun par câble, est extrêmement complexe. Et ça ne nous aide pas beaucoup. Mais enfin, il n'y a pas d'opposition de principe, au contraire, je l'entends bien. Alors, monsieur le président d'Alpexpo, on va faire un petit point sur la santé ici de la halle d'exposition de Grenoble, sur Alpexpo. Alors, quand on parle d'Alpexpo, il faut imaginer cette grande halle d'exposition qui est autour de nous, le centre des congrès Alpes Congrès et puis le Summum. Tout ça fait partie d'un même groupe. Et ça y est, la santé d'Alpexpo est bonne, les comptes sortent du rouge. Le parc d'exposition a enfin retrouvé l'équilibre financier, c'est ce que vous nous dites? Même plus, parce que nous avons derrière nous 2 années avec des bénéfices, et cette année, je suis très confiant, on va aussi faire un beau bénéfice à Alpexpo, ce qui nous donne une trésorerie, une assise pour développer. Aujourd'hui, on ne parle plus de redressement, c'est terminé. Aujourd'hui, on parle de développement du parc. Alors, on va quand même se pencher un peu sur les chiffres. Donc en 2017, 377 000 visiteurs ici, 129 événements. Au passage, beaucoup de salons professionnels. Nous avons eu en 2018, là, il y a quelques semaines, pour la première fois le salon CEPEM Industrie qui revient en 2020. Donc nous allons avoir ici cette année aussi le salon Gastronomie Métiers de Bouche qui vient pour la 2e fois. Et donc, oui, c'est un créneau, salon à rayonnement régional que nous développons actuellement avec force. Alors le chiffre d'affaires 2017, vous me corrigez si je me trompe, pour Alpexpo, c'est presque 6 millions d'euros, hein, c'est ça? Exact. Une activité quand même en baisse si l'on compare aux grandes années. Les chiffres d'affaires ici sont montés jusqu'à 8-9 millions d'euros par an. Cette année, nous allons être supérieurs à 8 millions d'euros. Mais il est vrai, Alpexpo a perdu beaucoup d'événements entre 2005 et 2010. Et ces événements étaient bien établis et ça, c'était une des fautes qui avait été faite par l'équipe dirigeante et par l'équipe aussi à la ville à l'époque, de les avoir laissés filer, de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu'ils survivent. Aujourd'hui, nous avons, mais déjà en 2015, nous avons fermé tout ce qui était bénéficiaire et qui ne pouvait être sauvé, et nous avons consolidé et nous avons renforcé ce qui pouvait l'être.
Et donc, sur ce socle qui aujourd'hui est structurellement bénéficiaire, nous allons maintenant, avec nos partenaires, que nous allons, le cercle des parties prenantes, où il faut maintenant aussi agrandir ce cercle des partenaires et parties prenantes, développer de nouvelles activités et surtout mieux vendre les atouts, mieux vendre l'offre d'Alpexpo aux entreprises régionales et locales. On va revenir sur les axes de développement potentiel. Un mot sur les chiffres, parce que vous me disiez, ça y est, les comptes sont excédentaires. Enfin, si on fait le détail quand même, on voit qu'ils sont excédentaires parce que vous avez obtenu le remboursement d'une taxe foncière trop longtemps surpayée, c'est ça? Oui, c'est pourquoi ils sont très excédentaires, sinon l'année dernière aurait été un peu moins bonne. On aurait été à l'équilibre, on va dire. Le poids de la dette, il est de combien aujourd'hui? On est monté jusqu'à combien? 7, 8 millions d'euros de dette? Non, ça n'a jamais été le cas. Nous avons aujourd'hui remboursé toutes les dettes bancaires qui avaient été contractées il y a 10-15 ans. Et nous avons encore une dette vers la ville qui s'élève à un peu moins de 2 millions d'euros. Et il est prévu de la rembourser d'ici fin 2021. Il y aura donc à peu près 1 million de remboursements de dettes en 2017 et 2018 et le reste dans les années qui suivent. Donc il est prévu que Alpexpo soit complètement désendetté envers la ville en fin 2021. C'est déjà un cas envers les banques depuis la fin de l'année dernière. Alors, on évoque quand même cette bonne santé d'Alpexpo. Il faut quand même savoir que l'activité d'une halle d'exposition, elle est très difficile à prévoir. C'est quand même assez capricieux. La fréquentation dépend souvent du temps, des calendriers scolaires, de la régularité des rendez-vous. L'année 2018 sera bonne parce qu'il y a Mountain Planet, mais qui n'a lieu que tous les 2 ans. C'est exact. Et puisque nous avons quelques très beaux événements qui aussi ne reviennent que tous les 2 ans, que nous avons su capter depuis quelques années. Donc il est vrai que les années impaires sont structurellement encore aujourd'hui plus faibles et c'est le grand enjeu pour l'équipe en 2018 d'attirer plus d'événements régionaux et locaux à Alpexpo en 2019. Un des axes, c'est donc, comme je l'avais dit, les entreprises locales et régionales pour les inciter à faire de l'événement. L'économie va mieux, donc on espère qu'ils ont envie. Le deuxième axe, c'est les événements, et François Head, le nouveau directeur général qui est là depuis août 2017, il y travaille beaucoup sur ces 2 axes. C'est l'événementiel, c'est-à-dire les dîners de gala, les fêtes, et on a donc eu déjà pas mal d'événements nouvellement installés ici depuis 2 ans. Et notamment pour les entreprises, l'ouverture du summum aussi. On reparlera du summum dans un instant. En tout cas, Monsieur le Président, j'entends que vous me dites bien que le redressement d'Alpexpo est durable. C'est quand même une grosse structure. Ici, il y a combien de salariés? Il y a une quarantaine de salariés? Il y a 37 salariés et puis à une époque comme aujourd'hui où on tourne à plein, on a des nombreux CDD qui nous font passer bien au-dessus de 50 personnes. Mais du coup, pour redresser les comptes, il a fallu faire des économies de fonctionnement. Il y a eu des suppressions de contrats ou est-ce qu'on est à charge salariale équivalente? La masse salariale a été maintenue. Nous avons licencié personne, c'est contre ma religion. Nous avons négocié de nombreux contrats avec les fournisseurs. Nous avons beaucoup optimisé. C'est-à-dire nous avons tout simplement introduit des méthodes de bonne gestion et de contrôle de coûts qui auraient dû être introduits déjà il y a 10-15 ans. Alors on a beaucoup parlé de ce salon Mountain Planet ici cette semaine, un salon professionnel. Il y a un autre grand rendez-vous, un pilier de l'économie d'Alpexpo qui lui est ouvert au grand public et vous le connaissez bien, vous la connaissez bien, c'est la foire d'Alpexpo, un événement qui a lieu à l'automne, 500 exposants, près de 100 000 visiteurs. Je parle de vrais piliers économiques pour Alpexpo. La foire de Grenoble, donc, qui existe depuis plus de 80 ans, elle est donc le lieu, chaque fois en novembre, de retrouver les commerces locaux, le commerce de tout le sud Isère, présenter ses produits. Et nous avons, donc c'était François Head, le directeur général, avec son expérience gagnée d'ailleurs, qui nous a fait prendre ce chemin, mesurer l'impact économique de la foire sur le territoire l'année dernière. Et il s'avère qu'en plus de 39 millions d'euros d'achats, largement chez les commerçants du sud Isère, qui sont venus exposer ici. On a en plus eu plus de 15 millions d'euros de retombées économiques directes et indirectes par le fait seul d'avoir organisé un événement qui réunit presque 100 000 visiteurs pendant 11 jours ici à Alpexpo. Voilà, les retombées directes ou indirectes, c'est concrètement chez les hôteliers du coin, en matière d'emploi saisonnier, enfin temporaire, on va dire, c'est ça, hein? Les transports, les restaurants, etc.
Alors cette foire, elle subit aussi la concurrence des villes voisines. Enfin, la foire et Alpexpo en général, on sait que la concurrence est rude, avec Chambéry qui est pas très loin, il y a Savoie Expo qui est juste à côté, avec Lyon et Eurexpo. Comment est-ce qu'on appréhende cette concurrence? Avec quels arguments on lutte? Chaque foire, elle a sa propre zone de chalandise. Il y a bien sûr les bords où on se fait un peu la lutte, mais après on a les dates qui sont très différentes. Lyon, par exemple, c'est dans 10 jours. C'est pas en novembre, donc du coup, peut-être ceux qui vont à Lyon aujourd'hui iront à Grenoble en novembre. Non, la vraie concurrence de la foire, c'est de dormir sur l'existant, de ne pas se renouveler comme toute activité du commerce. Donc il faut renouveler l'offre, renouveler les secteurs, être attractif, bien animé. Sinon, on perd du commerce à Internet, on perd du commerce au commerce du centre-ville, on perd du commerce à d'autres structures. Oui, et on voit bien que l'érosion en termes de fréquentation, elle est régulière, hein. Il y a un an, on avait eu 96 000 visiteurs. À la dernière édition, 92 000. On voit que tout ça fluctue quand même. Il y a aussi des nouvelles habitudes de consommation. Ça fluctue, mais après, on a été pénalisé l'année dernière par l'absence du 11 novembre comme jour férié. Mais il faut bien regarder et analyser les enquêtes visiteurs. Parce que si on a une baisse structurelle, c'est très difficile à rattraper. Et il est vrai, la baisse, il y a 5-10 ans, parce que les équipes avaient un peu dormi sur la foire comme quelque chose qui marche. Elle a été structurelle. On a perdu 20-25 000 visiteurs. Oui, cette foire, elle est montée jusqu'à presque 120 000 visiteurs, hein, donc. Oui, donc, et bien sûr, il faut les regagner, ces visiteurs. Alors, on le disait, l'économie d'une halle d'exposition comme Alpexpo est une économie fragile. Il faut sans arrêt innover. Là aussi, vous évoquiez les salons professionnels. On se souvient par exemple du départ du salon Semicon, hein, le salon des semi-conducteurs. Ça avait été plutôt assez difficile à encaisser pour Alpexpo. C'est très difficile avec des grands groupes, et dans ce cas la Messe de München, de résister à leurs offres. Et d'ailleurs, un grand salon outdoor qui tout l'équipement pour la randonnée, pour l'extérieur, à Friedrichshafen, ville à peu près de la taille de Grenoble, ils viennent le perdre à Messe München, qui l'a entre guillemets piqué, comme ils nous ont piqué Semicon Europe. D'où c'est important que Mountain Planet, qui est notre propriété qui appartient à Alpexpo, qu'on le soigne bien avec les parties prenantes, les partenaires que j'ai mentionnés et avec les exposants, parce que là aussi, il y a bien sûr le potentiel pour un des grands mastodontes de l'événementiel de nous mettre des beaux yeux et ensuite de partir avec. Il y a également une remarque qui avait été faite il y a quelques années concernant Alpexpo, c'était le vieillissement de l'équipement. C'est un équipement qui a une cinquantaine d'années. Il y a eu pas mal d'investissements qui ont été faits. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur un équipement qui est irréprochable, vertueux sur tous les plans? D'abord, c'est un équipement dont l'architecte s'appelle Jean Prouvé. C'est un monument patrimoine du XXe siècle et il est toujours attractif. Le hall, il est attractif, il suffit de se promener maintenant dans le hall, mais c'est un très grand équipement, 40 000 m², donc il y a toujours des travaux à faire. Le plus urgent aujourd'hui serait l'attractivité du centre de congrès, parce que là nous avons une forte concurrence de centres tout neufs. Les parcs avec 40 000 m² de surface sont beaucoup moins nombreux et nous faisons des investissements. Nous étions un des premiers parcs à avoir des lumières LED partout, qui économise énormément d'énergie. Nous avons été un des premiers parcs d'avoir du Wi-Fi déjà il y a 5 ans, partout et gratuit. Donc on innove, on investit, mais bien sûr, il y a toujours plus qui serait possible. Alors, on évoque Alpexpo. Alpexpo, je le disais, ça comprend aussi le Summum. 106 000 personnes accueillies au Summum en 2017, entre 40 et 60 spectacles par an, ce qui fait un peu moins d'un par semaine, on va dire. Cette salle, le Summum, n'a pas la configuration d'un zénith. Beaucoup de tourneurs, de producteurs musicaux s'en plaignent. Est-ce qu'on peut imaginer là aussi des adaptations possibles? On peut imaginer, ça ne serait pas vraiment donné. Il faut donc pas espérer un modèle d'affaires, un business model qui fonctionne pour agrandir le Summum. Mais beaucoup d'artistes sont très contents du Summum parce qu'ils retrouvent une atmosphère plus intime de leur début de carrière, de leurs jeunes années au Summum. Il y en a pas mal qui font même deux... C'est l'art de positiver à la close-up fast, ça, hein. Et donc, c'est quelque chose qui a été imaginé il y a presque 30 ans par Alain Carignan, alors ministre de la Culture. Et donc, c'est
peut-être le seul élément de son héritage où je dirais, je souscris. Aujourd'hui, Grenoble, le summum, c'est vrai, il n'attire pas 5 000 ou 7 000 spectateurs comme des Zéniths, mais c'est quand même une salle très attractive et la configurabilité qui permet d'en faire des dîners de gala et plein de choses comme l'accueil des médaillés des JO, bah, c'est aussi un atout. C'est effectivement une des pistes de développement possibles pour le summum, c'est de la mettre, cette salle, à disposition des entreprises, à disposition de l'incentive, comme on dit, pour la louer, pour des soirées privées, pour des soirées de gala, ce qui se faisait très peu jusqu'à maintenant. Ça ne se faisait pas assez. Et c'est un axe de développement qui est extrêmement important parce que ça permet de diversifier. Le nombre de concerts, il est assez constant dans la durée, même si l'année prochaine, pour 2019, nous voyons une embellie par rapport à 2017 et 2018, où nous avons encore souffert des attentats de Paris qui ont rafraîchi vraiment le marché des concerts. Donc là, ça s'est rétabli vers le niveau que nous avons connu auparavant, mais ça ne suffit pas pour remplir le summum au degré que nous le souhaitons. Voilà pour Alpexpo. Klaus Abfast, vous êtes aussi vice-président de la métropole, je le disais. Vous connaissez bien les grands équipements métropolitains. Il y a un autre grand équipement, c'est le Stade des Alpes. La métro en a confié la gestion à un opérateur privé via une délégation de service public, Carilis, qui avait notamment la mission d'y organiser des grands événements. De l'extérieur, on n'a pas l'impression d'en voir beaucoup de ces grands événements au Stade des Alpes. Ce n'est plus la vocation du Stade des Alpes. C'était en 2012 l'équipe précédente qui imaginait 100 clubs de sport en première division. Il fallait remplir ça avec d'autres choses. Aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas possible et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il y avait à l'époque très peu de candidats. Ce n'était pas une idée crédible. Aujourd'hui, on a des matchs de foot, des matchs de rugby. On remplit avec ça des stades à de nombreuses dates. Mon regret, c'est ça coûte un peu cher. Le niveau de subvention a été fixé à l'époque où on imaginait mettre des concerts ou d'autres événements dedans. Dans d'autres villes, on met un peu moins de subvention pour remplir les stades avec du rugby et du foot. Oui, pour compenser, la métropole met chaque année combien? 1,5 million d'euros pour que Carilis puisse équilibrer les comptes. 1,4 million pour l'exploitation et quelques centaines de milliers pour les travaux. Donc effectivement, ça fait cher pour la collectivité, mais c'est dû effectivement au fait que cet équipement doit être partagé entre une équipe de foot et une équipe de rugby. Est-ce que ça, c'est très cohérent du coup? Si on a deux équipes qui souhaitent jouer, faire les matchs dans ces bels équipements, c'est un superbe stade, il faut le rendre possible. Ça coûte un peu plus cher, mais pour avoir été responsable avec la délégation des équipements sportifs jusqu'il y a quelques mois, je peux dire que si c'était géré directement par les équipes de la métropole, qui gèrent très bien les déchets ou d'autres services publics, ça serait bien moins cher. Alors revenons un peu à Alpexpo, c'est un outil important par son positionnement ici dans les quartiers sud de la ville. Les quartiers sud qui seraient les oubliés de la politique d'Éric Piolle. C'est l'avis d'Alain Carignon, vous en parliez à l'instant. L'ancien maire de Grenoble a annoncé dans le Récap Info la semaine dernière qu'il serait candidat au municipal en 2020 avec pour projet de reconquérir ces quartiers. On l'écoute et vous réagissez. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'aucun des quartiers n'ait plus de 1/3 de HLM. Ça signifie 1/3 de HLM, 1/3 de logements vendus à leurs occupants et 1/3 d'activité. Et ce tiers d'activité, comme aucune industrie ou aucun service ne va y aller au départ, c'est la ville qui va commencer. Que la mairie s'installe à Villeneuve, que GEG s'installe à Jouot, que le service des eaux, la police municipale s'installe à Mistral, que l'agence d'urbanisme qui a conçu Villeneuve, au lieu d'être une Lesdiguières, s'installe à Villeneuve, et que ces locaux libérés permettent d'avoir des recettes qui nous permettent, ces recettes, de faire face aux besoins de la ville. Que Alpexpo soit dans un appel d'offres international. Là, vous voulez vendre Alpexpo. Vendu à un grand opérateur, de façon à ce que nous ayons à nouveau des grands congrès, que nous ayons à nouveau beaucoup d'expositions, et que par là même, nous ayons des recettes. Quand vous pensez que le projet de la ville aujourd'hui pour Alpexpo, c'est comme l'espace est trop grand, elle veut construire des logements. C'est-à-dire le sud de Grenoble, c'est ce dont il a besoin aujourd'hui. Il a besoin d'une densification supplémentaire. Monsieur le Président d'Alpexpo, vendre Alpexpo à un grand opérateur pour rapporter de l'argent à la ville? On a dit il y a quelques mois à quelqu'un qui ressemble dans son discours à M. Carignon, c'est de la poudre de pimpirlimpin. C'est de la poudre de pimpirlimpin, tout ça.
Quand on a proposé de déménager les utilisateurs d'une bibliothèque avec quelques centaines d'utilisateurs de 500 mètres, et vous avez vu le débat qui a été chauffé par M. Carignan et ses amis par la suite, et aujourd'hui il veut déménager la moitié de la ville à l'autre bout, c'est n'importe quoi. Et quand il veut maintenant construire des logements sur Alpexpo, sur le terrain, c'est une idée que moi j'avais proposée il y a quelque temps. Et quand il Non, dit... lui il dit il y a déjà trop de logements dans les quartiers sud, il faut arrêter d'en construire. Effectivement, vous avez proposé de vendre les terrains alentours d'Alpexpo pour y construire du logement, c'est ça? C'est ça. Et par contre, quand je disais tout à l'heure qu'on a le problème qu'Alpexpo pourrait perdre le Mountain Planet à un grand groupe, bien sûr, la seule raison pour laquelle un grand groupe ami de M. Carignan achèterait Alpexpo, ça serait pour prendre le Mountain Planet et le mettre ailleurs. Le retour d'Alain Carignan dans le débat municipal, vous en pensez quoi? C'est va être compliqué pour une bonne partie des conservateurs et aussi du centre, avec lesquels j'ai parfois des différends de vues, mais avec lesquels j'ai aussi des discussions constructives. Ça va être compliqué pour eux, parce qu'ils vont devoir se positionner. Et à mon avis, on aura peut-être 2, peut-être 3, voire 4 listes à droite. Donc c'est un boulevard pour un mouvement qui, depuis 2014, a su travailler ensemble, a su proposer des solutions innovantes, constructives et écologiques aux Grenoblois. Oui, enfin c'est l'équipe d'Éric Piolle, c'est ça. C'est ça. Donc Alain Carignan, c'est un boulevard pour l'équipe d'Éric Piolle, c'est ce que vous me dites. S'il continue sur cette voie, parce que, comme je l'avais dit, il n'est pas crédible. Un maire qui a passé du temps en prison, qui a depuis 15 ans essayé de revenir sur devant de la scène, ce n'est pas crédible. Et d'autres à droite l'ont d'ailleurs dit avec des mots très clairs. Le bilan de l'équipe d'Éric Piolle dans laquelle vous êtes, quel regard vous portez sur ce bilan? Allez, s'il y avait un élément positif à garder de ces 4 années passées? Le grand élément positif qui peut être pas visible en revenant peut-être sur les réalisations, c'est que nous avons introduit une autre manière de faire, que toute la ville fonctionne aujourd'hui différemment, et tout ça sans avoir augmenté les impôts. Il aurait été facile, comme la plupart des autres collectivités, d'augmenter les impôts pour faire la transition vers un modèle de fonctionnement différent, où les réalisations sont pensées avant de les mettre en œuvre. Donc c'est cette fameuse réorganisation des services publics, hein, si je comprends bien ce que vous me dites. Vous savez que ce plan de sauvegarde des services publics, il a été très critiqué, il a soulevé beaucoup de contestations quand même. Mais aujourd'hui, tout le monde nous dit chapeau, vous avez réussi quelque chose sans augmenter les impôts. Nous, on a augmenté les impôts en 2014-2015 et maintenant on doit faire la même chose alors que nos citoyens payent plus d'impôts. Donc aujourd'hui, cette manière de faire différemment, elle montre ses résultats. Elle le montre avec la place Grenette, elle le montre avec l'entrée de l'esplanade, donc dans la partie urbanistique, elle le montre de la manière comment on construit des solutions avec les citoyens. Allez, comme vous n'êtes pas langue de bois, je vais quand même vous poser la question du petit regret. Il y a toujours quelque chose qu'on aurait aimé faire et qu'on n'a pas fait. Le petit regret pour le président du CCS2, ou co-président du CCS2 de 2012 à 2014, c'est que... C'est les comités consultatifs. Hein. Les comités consultatifs du secteur, c'est-à-dire très investis dans la démocratie locale. Je dois dire que nous avons démultiplié, et ça c'était une bonne chose, les dispositifs pour ouvrir au maximum cette démocratie. Et les dispositifs n'ont pas si bien fonctionné avec les populations qui sont éloignées de la vie publique. Ça marche toujours très fort là où vous avez des citoyens engagés, mais notre souhait que les personnes qui se sont exclues de la démocratie directe, aujourd'hui, n'ont pas encore pris possession de ces outils au point qu'on aurait voulu qu'ils le fassent. Alors je rappelle effectivement que si vous avez intégré l'Éric Piolle en 2014, c'est parce que vous étiez vous-même vice-président d'un comité consultatif sur le secteur 2, il me semble, hein, de tête. C'est ce qui vous avait conduit à intégrer cette équipe. C'est pour ça que vous aviez été repéré à l'époque, comme on dit. Effectivement, moi j'avais noté les conseils consultatifs indépendants, ces fameux CCI, qui sont un échec du mandat, on peut le dire. Ils n'ont pas fonctionné. Mais nous avons au moins pris l'initiative de rénover et de changer. Et je sais qu'on a eu les mêmes débats en 2012-2013 au CCS, les CCI de l'époque, où on nous avait dit non, ça c'est pour le mandat. Donc les CCI fonctionnent pas partout.
on peut le dire, mais nous prenons à bras le corps de le faire fonctionner d'ici 2020 mieux qu'aujourd'hui. Et puis vous êtes aussi vice-président de la métropole, je le disais, un conseiller municipal à Grenoble, mais vice-président de la métropole. Sur le rondeau, sur la 480, on sait que la ville-centre aurait aimé une position plus prudente de la métro. Et puis il y a quelques semaines, il y a aussi eu le dossier Nerpic à Saint-Martin-d'Air qui a divisé la majorité. On rappelle que ce projet prévoit juste derrière la mairie de Saint-Martin-d'Air la création d'un immense pôle d'une centaine de commerces, de cafés, de restaurants de moyenne surface. La ville de Grenoble y est plutôt hostile et a donc perdu ce premier arbitrage métropolitain, puisque la métro a validé le déclassement des voiries. Le débat a été rude, plusieurs collectifs hostiles se sont créés et les élus sont très divisés. Plutôt contre un projet Nerpic, que ça soit développé. Ça veut dire qu'on n'est aussi pas contre une installation d'une certaine activité commerciale, mais ce qu'on ne veut pas, c'est vraiment la monoculture en fait, commerciale, qui en plus est centrée complètement sur l'extérieur, ça veut dire sur une zone de chalandise qui est assez grande. Nous sommes tous convaincus, eux comme nous, qu'il est urgent de faire quelque chose à Saint-Martin-d'Air sur cet espace de friche industrielle Nerpic, que la ville de Saint-Martin-d'Air n'a toujours pas de centre-ville, que ça aurait pu être l'occasion de le faire, et que ce n'est pas en privatisant complètement le terrain qu'on va créer un centre-ville. Si on ne déclasse pas la voirie, la ville de Saint-Martin-d'Air a annoncé qu'elle maintiendrait le projet et qu'elle le maintiendrait sur un projet antérieur qui est beaucoup moins vertueux d'un point de vue environnemental. Donc il ne s'agit pas de voter pour ou contre Nerpic, mais pour ou contre quel Nerpic ? Au fond, ce protocole il a été fait sans doute pour essayer de rassurer. Je le trouve en fait très inquiétant, parce que des élus puissent imaginer qu'un document qui n'a aucune valeur juridique va pouvoir changer le vote d'autres élus, ça me paraît assez choquant. Monsieur le vice-président de la métropole, la majorité va exploser sur ce dossier? Non. C'est très regrettable d'avoir voté une délibération qui permette l'installation de Nerpic, mais la messe n'est pas encore dite. Vous l'avez montré, il y a une vraie contestation, il y a aussi encore des recours. Mais ce qui est dommage, c'est que nous à Grenoble, à la ville de Grenoble, nous avons toujours dit nous voulons travailler pour les habitants de Grenoble, pour les citoyens, mais nous voulons aussi, avec la force de la ville de Grenoble, construire la métropole. Donc, ne pas être égoïste. Et malheureusement, beaucoup de communes dans la métropole considèrent la métropole comme quelque chose qui doit les aider financièrement quand ils ont un projet communal, mais que la métropole ne doit toujours pas s'immiscer dans le projet communal. Mais Saint-Martin-d'Air, vous entendez Saint-Martin-d'Air qui dit aujourd'hui on n'a pas de centre-ville, on n'a pas de centre, de centre de village, et avec ce projet on peut enfin autour de la mairie construire un centre de village. Mais Saint-Martin-d'Air c'est la deuxième ville du département. Si Saint-Martin-d'Air souhaite construire un centre-ville, elle doit faire comme Grenoble, ou cœur de ville, cœur de métropole, et bien un projet métropolitain. Et nous avons proposé à ce que Saint-Martin-d'Air transfère cette zone à la métropole pour que dans le cadre d'un développement métropolitain, on construise ensemble au niveau de la métropole le cœur de ville de Saint-Martin-d'Air. Je donne un exemple. Quand la maire de Grenoble propose, parce que c'est plus dans leur compétence, de vendre les actions, 16% de Minatec que la ville de Grenoble détient. Et puis finalement, ils ne le vendent pas à un opérateur privé, mais à la région. Moi, j'ai dû en commission débattre de la traîtrise de la ville de Grenoble, de ne pas donner ces actions à la métropole. Bien sûr, nous avons vendu ces actions par la suite à la métropole. Ici, vous avez une commune à qui on dit vous ne suivez pas les orientations métropolitaines et vous ne voulez pas construire la métropole dans le commerce, un domaine beaucoup plus important que 16% des actions de Minatec. Et puis on a dit non, ne vous mêlez pas de la construction du cœur de ville de Saint-Martin-d'Air. Donc Saint-Martin-d'Air ne joue pas le jeu métropolitain, c'est ce que j'entends. Et dans ce dossier-là, nous n'avons vraiment pas l'impression. Et vous avez bon espoir de faire échouer ce projet Nerpic tel qu'il est aujourd'hui? Ce n'est pas la ville de Grenoble qui le fait échouer, mais de toute façon, il est seulement à ses débuts. Monsieur le Président, vous êtes aussi en délégation avec, dans votre délégation, il y a aussi l'innovation, la recherche, l'université. On le sait que l'université est une porte d'entrée essentielle pour l'attractivité de notre territoire. Mais on a l'impression que l'action métropolitaine est assez diluée dans ce secteur-là. L'université et la recherche, c'est pas un des points d'activité, c'est sans doute le plus fort. Et c'est aussi Christophe Harry, le président, qui ne cesse pas de le répéter.
notre action, elle est seulement en soutien. Il est clair que l'université, aujourd'hui, avec la voie vers l'université intégrée, ça va encore s'affirmer. L'université, elle a toujours volé de ses propres ailes. Nous sommes là pour aider avec les transports en commun, avec les logements étudiants, avec les locaux pour les start-up, les locaux pour les entreprises quand ils grandissent. Nous sommes là pour les aider avec des lieux de rendez-vous pour des congrès d'affaires ou congrès scientifiques comme ici. Donc tout ça, c'est notre tâche, mais c'est bien aux acteurs de l'université et de la recherche eux-mêmes de piloter leur développement et de rester un pôle d'attraction pour la métropole. Close Up Fast, merci d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci beaucoup. Merci aux équipes techniques de Favorise pour la réalisation de ce plateau en extérieur. Merci bien sûr à vous tous de votre fidélité. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau Récap Info. Notre invitée sera Chantal Carlioz, la présidente d'Isère Tourisme. Avec elle, nous essaierons d'esquisser le visage de la station du futur. Très bon week-end.